Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Maître El Hadj Diouf, avocat, ancien ministre, ancien député et leader du PTP, le Parti des travailleurs et du peuple. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets. La série de meurtres qui fait l'actualité, notamment sur les femmes, le débat autour du retour ou pas de la peine de mort au Sénégal, le procès de l'affaire Thione Seck, comparaison avec l'affaire Khalifa Sall, l'arrêté Ousmane Gom, l'Assemblée nationale, le dialogue politique, la coalition Benno Bokk Yakaar et plusieurs autres questions. Participez à l'émission en posant vos questions sur nos comptes Facebook et Twitter. Maître El Hadj Diouf face à Babacar Fall, le grand jury, dimanche sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du grand jury d'RFM. Merci d'avoir accepté notre invitation, Maître El Hadj Diouf, bonjour. Bonjour Babacar, je vous remercie aussi d'avoir pensé à moi. Je vous en prie, on commence cette émission par cette affaire 7TV, la chaîne de télé dont l'une des animatrices est placée en garde à vue à la gendarmerie de Colobane pour un commentaire dans une émission sur le meurtre de Tambacounda, le meurtre de Binta Camara. Pour vous, quel est le commentaire qu'il faut faire sur cette affaire et le placement en garde à vue de l'animatrice Adja Astou? Je trouve ça excessif. Je pense que la frénésie judiciaire ne règle pas les problèmes des Sénégalais. Cette dame appartient à cette communauté. Et peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle n'a pas raison. Ce n'est pas du tout un délit. Je ne vois là aucune trace d'infraction pour qu'on puisse l'inquiéter. Mais la liberté d'opinion doit être garantie. C'est une opinion qu'elle a émise. Et en tant qu'Alpulaar, parlant des Pulaars, mais quand même, où est le problème? Et je crois qu'on gagnerait davantage à creuser, à fouiller pour voir ce qu'elle a dit. Est-ce que c'est exact ou pas? Est-ce que chez les Diola, est-ce que chez les Alpulaar, est-ce que chez les Sérères, est-ce que se développe le viol? Est-ce qu'il y a plus d'assassinats, plus d'agressions dans tel ou tel domaine, dans tel ou tel secteur, dans tel endroit du pays? Ça mérite même d'être approfondi au lieu de s'acharner sur une jeune dame qui a donné un avis et qui même parle de sa communauté. Ça fait désordre pour moi. C'est trop, c'est trop. C'est pas normal. Pour moi, elle n'a rien fait. Est-ce qu'il y a une menace sur la liberté des médias? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les travailleurs des médias ne peuvent pas se dire, quand je suis à l'antenne devant un micro, qu'il y a la gendarmerie ou la police derrière qui me surveille? Mais oui, c'est ça. Le Big Brother est partout. Il faut arrêter ça. La presse est menacée. Il faut maintenant qu'elle sache se défendre. Peut-être une tentative de museler la presse. Le Vietnam est là. Le bâton est là. Comme une épée de Damoclès. Non. Il faut garantir la liberté de presse, la liberté d'opinion, la liberté tout court. Mais c'est pas de l'anarchie. Le fait d'émettre un avis sur un fait social. Maintenant, qu'il a fait une enquête. Est-ce que le viol se développe dans tel ou tel village, dans telle région, dans telle ou telle communauté? Faudrait-il trouver les moyens de pallier cela, de faire face, au lieu de cacher la vérité aux gens? Non. La semaine, en tout cas, a été agitée par cette actualité sur le meurtre de la jeune Binta Tamba. Elle aurait été tuée après une tentative de viol présumé. Avant elle, il y a Kumba, retrouvée morte presque dans les mêmes conditions à Thiès, sans oublier le corps sans vie de cette femme retrouvée sur un marché de Ouakam à Dakar. Ces affaires ont provoqué une vive émotion au sein de l'opinion et installé un nouveau débat sur la peine de mort. Une loi abrogée par le Sénégal depuis 2004 et dont certains réclament le retour. Vous, Maître El Hadj Diouf, vous êtes pour la peine de mort pour lutter contre la criminalité. Oui, parce que moi, en tant que député à l'époque, en 2016, j'avais introduit une proposition de loi pour le retour de la peine de mort. J'avais convoqué toute la presse. Il y avait même votre groupe, Futurs Médias, il y avait Adi Atala, il y avait Amadou Alimou, qui ont couvert, ces journalistes, cette conférence de presse.
Mais après, il y a eu une conspiration, un complot même pour étouffer. Alors, cette proposition de loi, à l'Assemblée, on n'en a plus parlé. C'est dans les tiroirs du président de l'Assemblée nationale. Parce que je dérange. Moi, j'ai toujours dérangé à l'Assemblée. Les gens, quand ils ne sont pas d'accord avec une position, ils font tout pour l'étouffer. Mais moi, j'avais dit, c'était après l'assassinat de Fatoumata Makhtar Ndiaye, du Conseil économique et social et de l'APR, qui dirigeait les femmes de Pékin. J'ai dit quand même, ça c'est atroce, c'est cruel, c'est inacceptable. Et j'avais appris à la faculté de droit qu'en valeur absolue, la vie de la victime est supérieure à la vie de l'agresseur. Étant donné que la vie de la personne agressée est supérieure en valeur absolue, peut-on accepter que la victime disparaisse, elle dont la vie est supérieure, et qu'on laisse le tueur, l'agresseur en vie? Donc la vie de la victime n'est plus supérieure à la vie de l'agresseur. Les associations de droits de l'homme, elles disent qu'on ne peut pas répondre à un crime par un autre crime via la peine de mort. Qu'est-ce qu'un crime? Un crime, c'est une infraction à la loi pénale. Délibérément, on choisit de se mettre en marge de la loi. On devient hors la loi. Et en ce moment-là, on viole des textes de loi qui peuvent entraîner la peine de mort. Mais le fait maintenant, par un juge, par un jury, par une cour, de décréter la peine de mort, ça, c'est pas un crime. C'est la loi qui prévoit qu'en cas d'assassinat, qu'en cas d'empoisonnement, qu'en cas de vol avec mort d'homme, que la peine de mort soit prononcée. Donc, la sentence tombe, ce n'est pas un crime. Donc, assimiler la sentence à un crime, je dis que c'est malhonnête. Et ce sont les organisations, entre guillemets, de droits de l'homme, pour la plupart maçonniques, dirigées par des francs-maçons, qui ont d'autres objectifs. Parce que la peine de mort existe aux États-Unis. Vous n'allez pas me dire que les États-Unis sont un pays musulman. Vous êtes peut-être excessif dans votre jugement. Non, je vous dis que c'est des politiques idéologiques, de doctrine importée, d'Occident, pour combattre d'abord Dieu, Allah. Parce que la peine de mort, c'est vrai que c'est prévu par Dieu, mais en réalité, ils sont tellement dangereux dans leur lutte contre l'islam que partout où il y a l'islam, oui, ça c'est dégradant, c'est inhumain, c'est cruel. Est-ce qu'on ose le dire aux Américains? Oui, le commentaire d'Ali Wuntine, célèbre... Ils n'osent pas dire aux Américains. Ali Wuntine, célèbre militant des droits de l'homme, ancien patron de la RADDHO et d'Amnesty International Afrique de l'Ouest et du Centre, fondateur d'Africa Jom Center. Il est réputé sur ces questions. Il a réagi cette semaine à ce débat. Il dit, Ali Wuntine, la peine de mort est cruelle, inhumaine, dégradante, barbare. Mais il faut l'envoyer aux États-Unis d'Amérique. Le premier pays de la liberté, qu'on considère comme le pays le plus libre. Les États-Unis d'Amérique ont la peine de mort dans nombre d'États. Dans plusieurs États américains, la peine de mort existe et elle est effective. Oui, Ali Wuntine et d'autres ont dit que... Et ils n'osent pas s'attaquer aux Américains. Justement que ce n'est pas assez dissuasif d'appliquer la peine de mort, la criminalité. Vous savez, ils n'osent pas attaquer les Américains qui sont très forts, très puissants, et qui osent venir même au Sénégal, demander à Macky Sall d'accepter le mariage homosexuel contre nos valeurs. Et contre nos valeurs, ils viennent nous dire enlever la peine de mort. Mais ils n'osent pas enlever la peine de mort là-bas aux États-Unis d'Amérique. Et pourtant, Ali Wuntine dit que c'est dégradant, etc. Mais est-ce que c'est dégradant? Quand quelqu'un tue et qu'il est tué, c'est dégradant. Quand quelqu'un tue, quand quelqu'un blesse et qu'il est blessé, quand on dit c'est la loi du talent. Mais oui, œil pour œil, dent pour dent, cela va être dissuasif. Parce que quand vous savez pertinemment qu'après avoir perpétré cet acte, vous risquez la peine suprême, la peine capitale, vous allez réfléchir avant d'appuyer sur la gâchette ou avant d'utiliser alors un couteau. Vous savez ce qui vous attend. Parce que l'homme, l'être humain, nous avons appris ça en philosophie. Eros face à Thanatos. L'être humain aime la vie. C'est pourquoi ôter la vie est un acte extrêmement grave. Et par conséquent, celui qui s'aventure à ôter la vie d'autrui
doit aussi perdre sa vie. Et sachant qu'en se faisant, qu'en agressant, qu'en tuant, on risque de perdre sa vie, on va réfléchir 1000 fois avant de commettre cet acte inacceptable. Mais pour les organisations de droits de l'homme, entre guillemets, d'ailleurs, manipulées pour la plupart, vendues, pour la plupart complices des philosophies occidentales, pour ces organisations, entre guillemets, de droits de l'homme, la vie humaine, quand elle est perdue, c'est rien du tout. Maintenant, celui qui est vivant et qui a ôté la vie à son prochain, celui-là, si on le tue, c'est barbare. Mais qu'est-ce qui est plus barbare? Se lever, tuer le mari d'autrui, l'époux d'autrui, le père d'autrui, aller agresser un commerçant, le tuer parce qu'il a de l'argent. Et vous, après, vous êtes dans la nature, vous êtes condamné pour quelques années. Mais qu'est-ce qui est dégradant? Qu'est-ce qui est plus dégradant? Est-ce qu'on doit protéger? Oui, ils protègent les agresseurs. Et ils ne parlent de statistiques. Quelles statistiques ils ont? Ils ne font que manipuler l'opinion. Tout le monde sait que... Vous non plus, sans doute, vous n'en disposez pas des chiffres pour dire que la criminalité, que l'application de la peine de mort fait reculer la criminalité. Mais on n'a pas besoin d'études. Il suffit de s'en remettre à la presse. On nous dira que oui, maintenant la presse est très développée. Mais tant mieux. Mais avant, il y avait moins d'agressions dans ce pays. Mais lorsque les bandits ont su qu'en tuant, ils risquent rien du tout. Mais ils vont à Wakam, ils vont à Pékin, ils vont à Tamba, sachant qu'ils ne vont pas être tués après. Mais ça, c'est trop facile. On n'a pas besoin de statistiques. Avant 2004, on n'assistait pas à ces tueries massives, à ces assassinats incompréhensibles et inacceptables. Maintenant, on a supprimé la peine de mort. J'avais demandé son retour par une proposition de loi. Et j'en dis que oui, les députés ne font pas de proposition de loi. Combien de propositions de loi Maître El Hadji a déposé sur la table de l'Assemblée sans aucun résultat pour le retour pour la suppression de la parité. Je me suis battu pour ça. J'ai déposé la proposition de loi. Parce que je suis contre la parité. Ça n'a aucun sens. C'est la compétence qu'il faut quand même récompenser. Et maintenant, des gens disent oui, il faut un référendum pour le retour de la peine de mort. Mais lorsqu'on supprimait la peine de mort, on a fait un référendum. Le parallélisme des formes. On a voté à l'Assemblée. La suppression de la peine de mort. On a calé à l'Assemblée. Rétablir la peine de mort. Pourquoi un référendum subitement? Parce qu'on a peur. On est terrorisé par ces organisations de droits de l'homme. On est terrorisé par Amnesty et les francs-maçons. Le débat judiciaire est également alimenté par le verdict rendu dans l'affaire Thione-Seck, l'affaire de fabrication présumée de faux billets de banque dans laquelle le célèbre chanteur a été cité et qui a passé plusieurs mois en prison avant de bénéficier d'une liberté provisoire. Jeudi, le tribunal a relaxé Thione-Seck et son présumé complice parce que le juge a estimé que les droits de la défense n'ont pas été respectés au cours de l'enquête préliminaire, le fameux règlement 5 de l'UEMOA. Les prévenus n'ont pas pu être assistés par leurs avocats. Même si le procureur a fait appel de cette décision, ça rappelle l'affaire Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, que vous avez voulu défendre, mais empêché par votre précédent statut de député, contesté. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire la comparaison entre ces affaires Thione-Seck et Khalifa Sall? Ah oui, ici comparaison et raison. C'est la même chose. Parce que l'article 5 du règlement 5 de l'UEMOA parle de l'avocat, pas de la personne arrêtée. C'est un texte qui réglemente la vie, le fonctionnement, la discipline de l'avocat. Tous les droits de l'avocat. On dit, article 5, l'avocat a le droit d'assister son client dès son interpellation. Et ce droit violé entraîne l'annulation de la procédure. Et j'ai été le premier avocat à me présenter lorsqu'on a convoqué Khalifa Sall, parce qu'il me l'avait demandé, dans les locaux de la DIC. Et lorsque je suis arrivé, on m'a dit non, maître, vous ne pouvez pas assister à l'interrogatoire de M. Khalifa Sall. J'ai dit ah bon? J'ai appelé le patron Niambaye, il a même dit, qui a saisi le procureur.
Mais à l'époque, c'était l'acharnement. Il fallait une tête et il ne fallait pas permettre à Khalifa Sall de se défendre. Vous n'aviez pas le droit, vous ne pouviez pas vous constituer contre l'État parce que... Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est après qu'on a soulevé. J'ai même plaidé devant Lamotte, le président, bien après l'instruction. C'est lui qui m'a dit, après, vous ne pouvez pas plaider. Parce qu'il y avait une lettre de l'agence judiciaire de l'État. Mais à l'enquête préliminaire, on n'avait pas encore parlé du député. Il ne faut pas qu'on sème la confusion. On n'avait pas contesté. Mon ordre n'avait pas... Seul l'ordre des avocats pour m'empêcher de plaider. Et l'agence judiciaire a saisi l'ordre des avocats lorsque j'ai plaidé devant le juge Lamotte. Et l'ordre a délibéré en disant, vous attendez encore 3 ans pour plaider contre l'État. Mais quand je me suis présenté en tant qu'avocat, les policiers n'ont rien soulevé par rapport à cela. Parce qu'ils ne savent même pas que cette disposition existe. La comparaison c'est une violation des droits de Khalifa. Affaire Khalifa Sall. Oui, maintenant, la comparaison, elle est simple. La CEDEAO même, bien avant l'affaire Tchorsek, avait donné raison à El Hadj Diouf et à Khalifa Sall. Parce qu'on a violé ses droits, en violant mes droits d'avocat. On l'a empêché d'avoir un avocat. Et la CEDEAO avait condamné l'État du Sénégal à payer 20 millions en disant que la procédure est illégale, irrégulière. Et c'est que le juge Maguette Diop, qui était à l'époque aussi dans la composition du tribunal. Assesseur. Oui, avec le juge Lamotte. Il faut noter qu'il a été le premier juge. Et on l'a écarté pour mettre Lamotte et ensuite en faire un assesseur. Je ne sais pas si on craignait l'application de cette décision par le juge Maguette Diop. Il y a des juges qui sont quand même très rigoureux par rapport à l'application de la loi. Mais on a fermé les yeux sur toute la ligne par rapport aux droits de Khalifa Sall. C'est extrêmement grave. J'ai crié partout qu'on a violé ses droits. Et la CEDEAO m'a donné raison. Et j'ai dit à travers les plateaux de télévision et de radio que la violation constatée par la CEDEAO, suivie de sanctions pécuniaires, cette violation annule la procédure qui devrait aboutir à la libération de Khalifa Sall. Et j'ai dit, violation égale annulation égale libération. C'est moi qui le disais. Violation égale annulation égale libération de Khalifa Sall. Alors aujourd'hui... Donc violation égale annulation et libération de Tchorsek. C'est la même chose. Mais dans ce pays, il y a tellement de gens malhonnêtes intellectuellement qui vont dans les débats rien que pour mentir et raconter des histoires. J'ai vu même quelqu'un hier dire devant les médias que oui, c'est différent pour Khalifa Sall. Parce que même si on a annulé, il y avait le rapport de l'IGE. Le rapport de l'IGE n'entraîne pas l'inculpation de Khalifa Sall. C'est le procès verbal qui a suivi le rapport. Le rapport vient du palais, du chef de l'État, qui saisit le procureur. Le procureur saisit la DIC. Le procureur ne peut pas directement entendre Khalifa Sall. Il faut une enquête préliminaire. Le procès pénal, c'est quoi? C'est l'enquête préliminaire, l'instruction et le jugement. Maintenant, au niveau de l'enquête préliminaire, les droits de Khalifa Sall ont été violés. On ne peut plus parler de rapport. Le rapport ne saisit pas le juge d'instruction. Est-ce que Macky Sall, qui a transmis ce rapport à la justice, est-ce que Macky Sall et la justice sénégalaise ont causé un tort alors à Khalifa Sall, à votre avis? Bon, je ne peux pas dire qu'il existe un tort quelconque causé par le chef de l'État à Khalifa Sall, parce que ce n'est pas lui. C'est lui qui a demandé les poursuites contre Khalifa Sall. Il peut demander des poursuites. Ouais. Mais la justice doit être indépendante. Elle doit se faire correctement, selon les lois établies, les lois de la République, la Respublica. Les juges ne doivent pas être aux ordres. Les juges doivent s'en remettre à la loi. Doivent dire le droit. Le président peut saisir tous les juges du monde. Tous les juges du monde peuvent dire non, nous avons vu, nous avons classé, ou bien nous avons vu, nous avons poursuivi en faisant respecter les droits de la personne visée. Ils auraient pu poursuivre Khalifa Sall, mais en respectant la présence de M. El Hadj Diouf. Dès l'interpellation, j'ai suivi le débat. Les gens ne maîtrisent même pas les textes. On parle tantôt de garde à vue, d'arrestation. On ne parle pas de garde à vue, on parle d'interpellation. Dès qu'on convoque, dès qu'on interpelle, venez, vous avez droit à un avocat. La garde à vue peut ne pas avoir lieu, peut ne pas exister. On peut vous convoquer à la gendarmerie ou à la police, on peut vous entendre et vous laisser repartir. Mais votre avocat est là, vous n'êtes pas gardé à vue pour autant.
Donc c'est avant la garde à vue que l'avocat doit il faut le être notifier, là. il faut le notifier Et il clairement. faut dire à la personne arrêtée qu'elle a droit, avant d'ouvrir la bouche, de se faire assister par un avocat. Mais souvent la police se tait, la gendarmerie se tait sur ces droits de la personne interpellée. Et on dit, on va le cuisiner, on va le surprendre. C'est pourquoi on a voté cette loi. On se demande alors, Maître El Hadj Diouf, s'il n'y a pas aujourd'hui beaucoup de décisions de justice qui ne mériteraient pas annulation, parce que sans doute beaucoup de personnes condamnées n'ont pas pu bénéficier justement de l'assistance d'un avocat dès leur interpellation et pendant toute leur garde à vue. Exact. Il y a énormément de cas pareils. Nous sommes battus des arènes même pour l'application de cette loi communautaire qui n'aurait jamais dû même atterrir à l'Assemblée. J'étais député. Sidi Kaba l'a amené à l'Assemblée. J'avais dit, c'est préfectatoire, on n'en a pas besoin. Parce que le règlement, il est d'application immédiate. Le règlement de l'UEMOA, c'est la directive qui doit être incorporée dans notre droit positif, dans le code pénal sénégalais. On n'a pas besoin donc d'aller à l'Assemblée pour dire que oui, notre pays maintenant incorpore dans son code pénal cette disposition, ou dans son code de procédure pénale, cette disposition de la loi communautaire. Non. Le règlement est d'application immédiate, contrairement à la directive qui, elle, devra être incorporée dans le droit positif, etc. Donc, il y a énormément de victimes. Et l'État du Sénégal a mis beaucoup de temps pour appliquer cette loi. A triché. Et à l'Assemblée, j'étais très dur. J'étais là face à mon ami, mon grand frère Sidi Kaba. Et j'ai eu vraiment ce jour-là, pour la première fois, l'unanimité, sauf un député qui disait que lui, quand le gouvernement veut, il exécute. Quand le gouvernement veut, il ferme les yeux. Et comme c'est le gouvernement qui veut qu'on viole l'article 5, règlement 5 de l'UEMOA, en refusant de l'appliquer, lui, il est pour ça. Moustapha Diakhaté a pris la parole. Les chefs secs, tout le monde ce jour-là, tout le monde vraiment m'a rejoint. Ça m'a dit vraiment, c'est même honteux pour nous, vitrine de la démocratie en Afrique, membres influents de l'UEMOA, après avoir signé ce règlement, qu'on revienne pour ne pas l'appliquer. C'est quand même honteux. Alors qu'au Mali, partout c'est appliqué. Même en Guinée, partout c'est appliqué. Et la Guinée n'est même pas membre de l'UEMOA, mais la Guinée, bah, j'étais là-bas, je suis avocat de Cellou Dalein Diallo. Les éléments de Cellou qui sont souvent arrêtés irrégulièrement et arbitrairement, mais je les assiste dès leur interrogatoire à la police ou à la gendarmerie. Parce que ça existe dans la loi guinéenne et la Guinée ne fait même pas partie de l'UEMOA. Donc le Sénégal ne pouvait pas quand même tergiverser. Il y a aussi ce débat juridique autour de l'arrêté Ousmane Ngom, du nom de l'ancien ministre de l'Intérieur qui interdit cet arrêté. Toute manifestation en centre-ville de Dakar presque. On croyait cet arrêté annulé par la Cour suprême qui a été saisie d'une requête à cet effet. Mais la Cour suprême, dans un communiqué, dit qu'elle a juste annulé un arrêté d'août 2018 du préfet de Dakar interdisant un sit-in de l'opposition qui devait se tenir devant le siège du ministère de l'Intérieur. Pour vous, ça engage ou pas l'arrêté Ousmane Ngom, cette décision de la Cour suprême? Mais bien sûr, l'arrêté Ousmane Ngom est non avenu, il est nul, il est réputé inexistant en droit. Parce qu'il viole la Constitution, qui protège les libertés publiques, les libertés individuelles. Les gens ont le droit de manifester où ils veulent, quand ils le veulent. L'essentiel, c'est d'avertir l'autorité. Donc, Ousmane Ngom, en disant qu'il est interdit de manifester dans ce cercle-là du plateau, donc on ne peut pas aller devant l'Assemblée nationale pour manifester. On ne peut pas aller devant le palais, on l'a fait aux Champs-Élysées. Ousmane Ngom viole la loi parce qu'il n'y a pas de restriction au niveau de la Constitution. Et il ne peut pas aller au-delà de la Constitution. Ousmane Ngom et un autre ministre de l'Intérieur ne pourraient pas être au-dessus de la Constitution. Donc, comme on parle, moi je n'ai jamais même parlé de cet arrêté Ousmane Ngom, je l'ai toujours considéré comme nul et non avenu. Maintenant, je ne comprends pas la Cour suprême qui répond à un article de presse. Un article de presse, ce n'est pas son rôle. Elle a dit le droit, la réserve, l'obligation de réserve. Elle n'a pas à prendre position dans des débats politiciens, j'allais dire. Elle ne devait pas faire ce communiqué. Elle a pris position dans l'arrêt qu'elle a rendu. Ça suffit. Le juge dit le droit.
le juge ne répond pas aux commentaires de presse. Les Sénégalais sont suffisamment intelligents pour interpréter. Quel est son problème, la Cour suprême? Quel est son problème? Quand même. Elle dit le droit. Et ça tient là. Les gens, les faits sont sacrés, les commentaires libres. Libre aux gens de dire, oui, maintenant c'est la fin de l'arrêté Ousmane Ngom. Pourquoi devrait-elle dire la Cour suprême que oui, non, moi, c'est pas l'arrêté Ousmane Ngom que j'ai voulu annuler. On n'a pas dit que la Cour a annulé, mais la Cour a ce qu'on a violé. Et violation égale annulation, comme je le dis toujours. On a violé les droits des citoyens de manifester. Un droit supérieur de l'arrêté du ministre, parce que c'est un droit qu'on tire de la Constitution, la Charte suprême. Ce droit-là, un ministre est trop petit pour l'aliéner. Même un président ne peut pas faire échec à la jouissance de ce droit, à l'exécution de ce droit. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Cour suprême a dit le droit. Félicitations, mais qu'elle ne vienne pas entrer dans des débats entre citoyens sur oui, l'arrêté est bon, il n'est pas bon. Est-elle menacée? A-t-elle eu peur? Je ne sais pas. Quel est son problème? Après avoir rendu son arrêt, pourquoi elle doit commenter? Elle doit laisser les autres commenter? En tout cas, cet arrêté Ousmane Ngom et le débat autour nous amène à aborder dans cet entretien, Maître El Hadji Diouf, les relations entre le camp présidentiel et l'opposition. Le président de la République a manifesté sa grande ouverture. Il va d'ailleurs lancer le dialogue national après-demain, mardi 28 mai. En face, l'opposition se montre exigeante et pose beaucoup de préalables. Les prémices pour vous ou pas d'un dialogue de sourds déjà? Oui, parce que je l'ai dit, parce qu'on m'a interpellé en France dans l'émission Talk de Babila Bouton, Africa 24, pour me dire que le président est mal élu. C'est pourquoi il lance un appel au dialogue, parce qu'il ne peut pas gouverner le Sénégal. J'ai dit c'est faux. Il a été bien élu, avec plus de 58%, avec un taux de participation de 66 et quelques, presque 67% des électeurs. Mais c'est impressionnant. Moi, je pense, je le crois sincèrement, qu'il y a une erreur de communication du chef de l'État. Il aurait pu appeler l'opposition autour de la table, dans un dialogue permanent, mais ne pas, tout de suite après son élection, dire que je veux le dialogue, je tends la main à Abdou Diouf, à Abdoulaye Wade, à Senghor et à Mamadou Dia. Pourquoi faire quoi? Il est avec une équipe qui peut gouverner ce pays. L'opposition doit se poser, elle a été battue. C'est comme si elle était incapable de gouverner ce pays. Je gagne, moi, El Hadji Diouf, je gagne les élections. J'ai une équipe. Je dois pas lancer immédiatement un appel à l'opposition. L'opposition doit s'opposer, continuer à voir ce qui ne va pas pour le dénoncer. Et me laisser moi, avec mon équipe, parce que j'ai été investi de la confiance des Sénégalais, alors développer mon programme, dérouler mon programme. Maintenant, le dialogue doit être permanent. Il faut qu'il existe des passerelles pour permettre, par exemple, pour la suppression du Premier ministre, on aurait pu discuter, dialoguer. Est-ce qu'on doit changer de régime? Est-ce que maintenant il faut un régime présidentiel fort? Est-ce que maintenant on supprime la présidence du Premier ministre pour parler avec les députés? Est-ce qu'il faut faire ceci? Est-ce que maintenant le droit... Oui, Macky Sall, il a déjà procédé à ces réformes constitutionnelles. La motion de censure ces réformes qu'il a soumises, ne doit plus exister, ça on doit en parler. Oui, justement, ces réformes qu'il a soumises à l'Assemblée nationale, qui les a adoptées, réformes promulguées par le chef de l'État déjà. On retient surtout, donc, et vous l'évoquez, la suppression du poste de Premier ministre, et vous êtes un ancien député. Les auriez-vous voté, ces réformes? Jamais. Dans la presse, il y a eu une fuite, parce que ce n'est pas moi qui ai saisi la presse. J'étais même très surpris de voir le lendemain, à la une de la presse, que El Hadji Diouf s'est opposé à la suppression du poste de Premier ministre. Ce qui est exact. J'étais aussi contre beaucoup de positions qui ont été développées dans la réunion, mais c'est une réunion avec le chef de l'État. Mais bien sûr. Vous savez, moi, les gens vont jusqu'à dire que El Hadji Diouf est un transhumant. Parce que les Sénégalais, pour la plupart, oublient très vite, ont la mémoire courte. Ils oublient que le 23 juin, j'étais dans le groupe SOPI de Abdoulaye Wade, dirigé par mon grand frère Doudou Wade, et j'ai combattu
le ticket présidentiel et le passage au premier tour avec 25%. Et à l'Assemblée, j'étais la star parce que je me suis battu pour le peuple contre cette tentative du PDS à l'époque. Et j'étais dans le groupe du PDS, avec les Djiboka et autres, avec les Abdourahim Agne. C'est le groupe SOPI. Mais je n'étais pas contre Abdoulaye Wade, mais j'étais contre cette décision. Rebolote, Macky Sall vient au pouvoir avec El Hadji Diouf. On gagne. Donc je ne peux pas être un transhumant. On gagne, mais je vois qu'il y a quelques dérives. Et qu'un bien châtie bien. Chaque fois que je dénonce les dérives du pouvoir, on me prend pour un opposant. La suppression du poste de Premier ministre. Que je n'ai jamais été. Ces réformes donc constitutionnelles. Donc je dénonce chaque fois que je m'élève contre une décision du camp auquel j'appartiens d'ailleurs. La suppression du poste de Premier ministre. C'est une aberration pour moi. Malgré les arguments fournis par le président. Aucun argument ne peut me convaincre. Le président de la République, il voyage beaucoup. S'il dit qu'il veut être en face des Sénégalais, il faut régler directement les problèmes parce qu'il est pressé. Pourquoi il doit être pressé? Il est à son dernier mandat. Il a fait des preuves pendant 7 ans. Il a développé les infrastructures. La santé est bien dotée aujourd'hui. L'hydraulique, l'électricité. Maintenant, il n'y a plus de coupure de courant. Les Sénégalais l'aiment bien, l'ont plébiscité. Quel est son problème? Son premier ministre lui était loyal, fidèle, dévoué. Tout le monde connaît Mohamed Boun Abdallah Dionne. Pourquoi supprimer ce poste de premier ministre dès lors que ça permet d'être un tampon entre donc, les justiciables, les citoyens et le chef de l'État? Parce que les problèmes qui sont posés au niveau des ministères, n'étant pas réglés, on monte d'un cran, on va vers le Premier ministre qui arbitre. Est-ce que Macky Sall ne veut pas éviter un peu une guerre de succession prématurée puisqu'il a son dernier mandat et que le poste de Premier ministre peut déjà mettre sur orbite un probable ou improbable dauphin? Mais ça ne doit pas être son problème. Vous savez, moi, peut-être que je suis profondément républicain. On ne doit pas changer les institutions en fonction des préoccupations du moment. Que la paire est ou non un dauphin, ce n'est pas le problème de la République. La paire n'a qu'à se débrouiller. Benno Bokk Yakaar, coalition à laquelle j'appartiens, n'a qu'à se débrouiller pour trouver un candidat consensuel. Les Sénégalais sont libres et souverains pour choisir le successeur de Macky Sall. Même s'il avait mis un Premier ministre, rien ne nous dit qu'il serait élu. Rien. Même s'il sponsorise un candidat, Kabila a sponsorisé un candidat et a été battu par Tshisekedi. Dans d'autres pays, les présidents sortants sponsorisent des candidats qui sont écrasés par de nouveaux dirigeants ou par d'autres candidats. Tout cela peut exister. Donc, Macky Sall ne doit pas se préoccuper de qui pourra bénéficier de son soutien pour devenir demain chef de l'État. C'est ça le problème de M. Abdoulaye Wade. Quand on se préoccupe trop de sa succession, on finit par dégénérer. Et c'est grave. Le bon Dieu vous a donné le pouvoir. C'est lui qui le donne le pouvoir à qui il veut. Il sait, seul Dieu sait qui va remplacer Macky Sall. Ça peut être Babacar Fall, ça peut être El Hadji Diouf, ça peut être quelqu'un que personne n'a jamais connu. Que les gens n'aient pas yalla. Maintenant, moi je pense que, je ne sais pas réellement, mais je ne suis pas convaincu. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Alors que c'était tellement magnifique de voir le Premier ministre présenter sa déclaration de politique générale, venir avec tout son gouvernement, répondre aux questions des députés. C'était charmant de voir des députés voter une motion de censure pour montrer que le pouvoir des députés était immense, que les députés pouvaient faire tomber un gouvernement. Maintenant, ils ne peuvent plus le faire. Là, pouvoir, ils n'en ont plus, à votre avis? Le président aussi n'a plus le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est extrêmement grave. Parce qu'un président élu qui va avoir une majorité confortable ne peut même plus dissoudre l'Assemblée. Et ça peut poser des problèmes demain. Peut-être qu'on a peur de cela, mais même si on a peur de ça, on doit l'accepter parce que demain, un président peut être élu sans avoir une majorité parlementaire. Ça s'est passé
en France, et il y a eu la cohabitation. Peut-être qu'on va vivre bientôt la cohabitation. Maintenant qu'on ne nous parle pas de rationalisation du calendrier électoral. J'ai suivi des gens à la presse dire que oui, il faut rationaliser, il faut faire coïncider l'élection présidentielle aux élections législatives et les élections locales, etc. J'ai dit attention. Avec probable prorogation du mandat des députés. Il sera inacceptable. 2 ans de plus pour une assemblée, d'abord dominée par une majorité mécanique. Ça, les Sénégalais ne vont pas l'accepter. Et une assemblée qui n'a pas bonne presse. Les gens ne voient pas ce que fait l'assemblée en réalité. Elle vous manque l'Assemblée nationale et la Diouf? Bon, je ne peux pas dire qu'elle me manque parce que quand même, j'ai passé 10 bonnes années au sein de cette auguste assemblée, que je respecte beaucoup, que j'ai aimé tant, et qui m'a permis de défendre mon peuple, étant seul presque. Seul. J'étais trop seul. Et mes idées étaient écrasées par une majorité mécanique. C'est pourquoi j'ai peur de ces majorités mécaniques présidentielles. Parce que émanant du pouvoir du président de la République. Et ces députés viennent à l'Assemblée pour dire quoi? Nous sommes des députés du président. Nous allons voter tout ce qui nous vient, tout ce qui provient du gouvernement. Le peuple, on s'en fiche éperdument. Alors que moi, en tant que membre de Benno Bokk Yakaar, au niveau national, j'étais non inscrit à l'Assemblée nationale pour préserver mon indépendance. Parce que j'ai vu la meilleure expérience avec mon premier mandat. Parce que j'ai quitté mon bureau de ministre pour atterrir directement à l'Assemblée avec mon ami Macky Sall. Avec les Ali Sow, Aïda Mbodj, Ablaye Babou, Feu, Assad Diagne. On nous a donc en fait affectés à l'Assemblée. On a quitté le gouvernement. Parce qu'on était sur la liste de la coalition SOPI. Et en 2012, parce qu'entre-temps, il y a eu le 23 juin 2011. En 2012, après avoir participé à l'élection de Macky Sall, donc ceux qui me traitent de transhumant n'ont qu'à me suivre. Ça, on en reviendra tout à l'heure. Après avoir permis la victoire de Macky Sall avec énormément de Sénégalais, je ne suis pas seul. Alors, 4 mois après, il y a eu les élections législatives. J'ai dit à Macky Sall et à la coalition Benno Bokk Yakaar, je n'irai pas à l'Assemblée sur votre liste. Oui, on connaît l'histoire. Je vais me présenter avec la coalition Leral. Mais ma question est est-ce qu'aujourd'hui, après 10 ans passés à l'Assemblée nationale, vous vous dites qu'il n'y a pas un digne successeur du fameux El Hadji Diouf, député chaud bouillant, pas de successeur digne de vous? Oui, vous savez, à l'Assemblée, il y a plusieurs facteurs qui ont fait de El Hadji Diouf, modestie à part, un député ou le député du peuple, comme le disent les Sénégalais. Je ne me suis pas autoproclamé député du peuple. Mais vous voyez, Babacar, je suis avec Macky Sall. Je suis avec Ablaye Wade le 23 juin. Mais chaque fois que le peuple est concerné, j'oublie Macky Sall. J'oublie Ablaye Wade. Et pourtant, dans cette Assemblée nationale, il y a du Ousmane Sonko, il y en a d'autres profils. Oui, mais ne me parlez pas de ce garçon qui n'a aucun respect de l'institution parlementaire, qui institue l'Assemblée nationale, en disant à la commission d'enquête qu'il avait convoquée qu'en fait, à l'Assemblée, il n'y a que de petits députés ignorants et qu'il ne va pas déférer à la convocation de ces petits députés. Donc, lui-même institue le peuple sénégalais qui a choisi ces députés. Le peuple du Sénégal est représenté à l'Assemblée nationale par les députés. Pencum Réumi. Parce que tout le monde ne peut pas aller à l'Assemblée. Les 15 millions de Sénégalais ne peuvent pas aller à l'Assemblée. Pencum Réumi pour décider, pour voter. Donc, le peuple délègue ses pouvoirs à 150 députés, maintenant 165 députés, pour voter les lois et contrôler le gouvernement. Et ce garçon dit que le choix du peuple, c'est un choix, donc pour lui, nul. Le peuple n'a pas choisi les députés. Lui, il est au-dessus du peuple. Comme il est arrogant, tout le monde le connaît, il est arrogant, mais comme il a aussi des gosses qui occupent les réseaux sociaux, il terrorise tout le monde. Mais moi, vous savez, personne ne peut me terroriser.
Il accuse quelqu'un d'avoir détourné 94 milliards. Vous êtes partie prenante dans cette Quelqu'un qui ne affaire-là. gère même pas un sou. On ne pourra pas faire le procès Il des dit que 94 l'Assemblée devait milliards donner 10 dans millions cette à chaque émission. député. Vous êtes le Autre député. mensonge. Vous êtes Il le- ne fait que mentir, ce garçon. Vous Et êtes il le a député- manipulé ainsi beaucoup de Sénégalais. Vous êtes l'avocat de l'une des parties dans cette affaire-là. Non, Malheureusement, non, on ne pourra pas faire, faire le procès. Non, je ne parle même pas de ça. C'était juste une précision pour montrer que quand on défend un peuple, on ne doit pas mentir devant ce peuple. Il ne faut pas mentir au peuple. Il faut dire la vérité au peuple. Il ne faut pas jouer sur l'émotion. 94 milliards, 10 milliards aux députés, tout ça, c'est du vent. Alors, parler de choses tout le temps qui n'existent pas. C'est pourquoi on parle de Lé Sonko. Je ne veux même pas parler de son nom. Sonko Lé, voilà. Il y a juste un montage pour montrer l'ensemble de ces mensonges. Mais un homme comme ça, on peut lui confier les destinées de ce pays? Quelqu'un qui n'est pas digne d'intérêt? Qui ne fait que mentir à longueur de journée pour marcher sur la conscience de pauvres Sénégalais, pour la plupart analphabètes, et sur la conscience de jeunes intellectuels souvent complexés. C'est extrêmement grave. Votre situation politique personnelle, Maître El Hadji Diouf, votre situation dans Benno Bokk Yakaar, la coalition présidentielle que vous aviez rejointe à la veille de la dernière présidentielle, après s'en être écarté très, très longtemps. Et depuis sa réélection, Macky Sall distribue des responsabilités publiques. Il ne vous a pas encore consulté pour ça? D'abord, je ne me suis jamais éloigné de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je suis resté toujours membre de Benno Bokk Yakaar. On vous a vu dans des réunions de l'opposition pendant plusieurs reprises. Comme je vous l'ai dit, chaque fois que le peuple est sollicité, je suis avec le peuple. Je ne suis pas dans les histoires partisanes, moi. Je vous l'ai dit le 23 juin, j'étais dans le camp de Wade. Mais j'ai combattu son projet diabolique. Mais le projet aussi du parrainage, j'étais avec l'opposition pour combattre le parrainage. Parce que le parrainage est un filtre. Il y a des Sénégalais qui sont favorisés parce qu'ils ont les moyens de te faire parrainer. Parce que le parrainage demande des millions pour aller dans cette région. Il rassemblait des dizaines de milliers de voix. Il faut beaucoup d'argent. Tout le monde sait que ce pays est pauvre. C'est pourquoi les riches ont très tôt eu le parrainage qu'il fallait. Donc c'est une sélection injuste et arbitraire. Moi, comme le disait Abdou Diouf à l'époque, le multipartisme intégral et son corollaire, la possibilité offerte à chaque Sénégalais d'avoir des ambitions, et y compris des ambitions présidentielles. Maintenant, si vous n'êtes pas riche, vous n'êtes pas milliardaire, vous n'êtes pas sponsorisé par des lobbies, soit maçonniques, soit djihadistes, vous n'avez pas les moyens de diriger votre pays. Et c'est extrêmement grave. C'est pourquoi je promets aux Sénégalais, une fois élu, moi El Hadji Diouf, de supprimer le parrainage, de supprimer la parité. Ce n'est pas un cadeau fait aux femmes. Les femmes compétentes et brillantes occuperont les postes qu'il faut, l'homme qu'il faut ou la femme qu'il faut, à la place qu'il faut. Ça, c'est de la confusion et de la démagogie. Et je me battrai pour le retour de la peine de mort. La proposition a été déposée par M. El Hadji Diouf sur la table de Moustapha Niasse à l'époque. Il n'y a jamais eu de suite. Et des gens disent que oh, les députés ne déposent pas de proposition de loi. Mais si, elles sont souvent bloquées. Le retour du Premier ministre, le poste de Premier ministre. La déclaration de politique générale doit revenir. Il y a énormément de choses. Et la suppression du Conseil supérieur de la magistrature sous sa forme actuelle. Le président de la République, compte tenu du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs, étant donné qu'il est détenteur du pouvoir exécutif, ne peut pas nommer quand même les magistrats qui sont dans un autre pouvoir, le pouvoir judiciaire. Dit Wolof, le proverbe Wolof. Donc, il y a énormément de choses à revoir pour un fonctionnement normal des institutions. Mais de grâce, Babacar, mais il est grand temps qu'on soit quand même une république sérieuse, qu'on ne soit plus une république bananière, où on change aujourd'hui le Premier ministre, demain on change le nombre d'années qu'il faut passer au pouvoir, le mandat du président doit passer de 7 à 5 ans, de 2 mandats, etc. depuis 1960. Vous avez vu la France, l'Angleterre, l'Allemagne, revenir sur un calendrier républicain? Jamais.
Ce système, même aux États-Unis, la Constitution, elle est là. C'est le texte fondamental. Les pouvoirs viennent, mais on la maintient. Mais chaque pouvoir vient et change la Constitution. On s'éloigne de la question. Elle était relative à votre situation politique personnelle dans la coalition de la majorité. Je n'ai pas compris. Votre situation personnelle dans la coalition de la majorité, la coalition présidentielle. Macky Sall, qui distribue des postes, il n'en distribue pas à votre parti, ni à vous personnellement. Oui, parce que nous ne sommes pas omnibulés par les postes. Parce que nous sommes libres, nous du PTP. Nous sommes des guerriers. Nous sommes des lions indomptables. Même avec Macky Sall, nous sommes libres. Nous exprimons nos positions. Alors que d'autres, eux, parce qu'ils n'ont pas de job. Moi, j'ai mon job. Moi, j'ai fait un concours pour être avocat. Moi, j'ai fait des études supérieures. Moi, j'ai du sang à préserver. Mon sang, je le préserve. Je ne peux pas, moi, parce que Babacar Fall est chef de l'État, me mettre à genoux et dire, oui, tout ce que le président Babacar Fall dit, c'est bon. Tout ce que Macky Sall dit, c'est bon parce que je veux un poste. Donc lui, il est libre de dire, oui, El Hadji Diouf, peut-être si je le nomme à tel poste, peut-être qu'il ne va pas, comme il ne m'obéit pas à 100%, peut-être que je le dérange. Mais je sais que s'il veut, moi je suis là pour le Sénégal, que je travaille pour mon pays, j'étais ministre. Et il était mon premier ministre. Il connaît mes compétences qu'il avait sollicitées à l'époque. Avant que tout ce monde-là qui l'entoure ne soit ministre. J'ai été ministre avant tous. Oui, mais un poste Donc, ministériel, un poste ministériel pour lequel vous avez été beaucoup charrié, ministre des lacs et des canaux latéraux. J'avais le plus important ministère. Malheureusement, nous sommes dans un pays encore pauvre, analphabète et très limité, intellectuellement. Maître Abdoulaye Wade, un grand visionnaire. Je lui rends hommage et je le salue. Il a dit, El Hadji Diouf, je te confie un ministère qui va mettre fin à la pauvreté. Parce que nous sommes un pays essentiellement agricole. Et les travailleurs agricoles, les agriculteurs, les paysans travaillent 3 mois sur 12 dans l'année. Les 9 autres mois de saison sèche, c'est quoi? C'est l'exode rural, c'est la misère, c'est la famine. Donc, je veux permettre aux Sénégalais, paysans, pendant la saison sèche, de cultiver la terre avec les bassins de rétention. Parce qu'on perd des milliards de mètres cubes tombés sur la terre, les pluies. Je veux conserver cette eau qui vient de Dieu dans des bassins de rétention pour permettre la culture irriguée, pour permettre aux paysans de cultiver la terre 12 mois sur 12. Mais est-ce qu'il y a un projet, Babacar, plus important que celui-là pour combattre la pauvreté? J'avais le ministère le plus important donc. Et ensuite, la vision de Wade. Il dit, dans les régions où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'océan, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de fleuve, vous allez me mettre des lacs artificiels pour favoriser le tourisme et l'existence de poissons. Non seulement ces zones comme Kaffrine, comme Linguère, qui ne voient pas la mer. Est-ce que c'est un projet qu'il faut déterrer aujourd'hui? Mais oui, c'est un projet important. Et avec les lacs artificiels, on va construire des hôtels. Des hôtels 5 étoiles. À Kaffrine, à Linguère. Parce qu'il y a la mer, il y a le lac artificiel. Il y a l'eau. Ça change même l'écologie. Ça nécessite de gros investissements. Mais vous savez, j'avais un grand ministère. Les gens, oui, ministère des poteaux. Et puis, j'avais l'OMVS, tous les fleuves du Sénégal. Les organisations internationales qui gèrent le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie. Mais un tel ministère, vous pensez que c'est un ministre de poteaux? Pour dire combien les Sénégalais... Mais c'est que l'ignorance transforme l'or en plomb, disait Victor Hugo. Énormément de Sénégalais ne comprennent pas grand-chose. Et les gens surfent sur ça, exploitent l'ignorance des Sénégalais pour les manipuler, pour même demander la station présidentielle sur la base de la manipulation. C'est extrêmement grave. Peuple du Sénégal, réveille-toi. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes intéressé par un poste de directeur général d'une société nationale ou de président de conseil d'administration, PCA? Mais je ne suis pas vieux, moi, pour être un PCA. Les PCA, en tout cas du temps de Senghor et d'Abdou Diouf, c'était pour les retraités.
Parce que vous ne faites que présider les réunions du conseil d'administration. Ça, un vieillard peut venir quelques mois, tous les 3 mois, 4 mois, présider une réunion. Mais quand vous êtes El Hadji Diouf, un homme d'action, vous ne pouvez pas accéder à un poste pareil. Un ministère, un premier ministre, mais j'étais ministre, je sais que j'étais un brillant ministre. Et Wade le disait d'ailleurs à son épouse Viviane Wade. Il faut faire vite, vous connaissez El Hadji Diouf. Parce que j'ai développé les bassins de rétention. Il faut demander aux populations de Pont-de-Sarène, de Sébi et ailleurs. Alors donc, en ce moment-là, moi je suis prêt à être ministre, à être président de la République, à être premier ministre, parce que j'ai déjà été ministre. Un DG, mais je ne suis pas demandeur. Babacar, je l'ai dit, moi j'ai un job qui me permet de vivre, machallah, avec mes épouses et mes enfants et les gens que j'aide tous les jours. Je ne suis pas demandeur. Maître El Hadji Diouf, merci d'être passé devant le grand jury. Bonne fin de week-end à tout le monde. Merci à Laye Diop qui était à la technique et à Maggie, la digital manager du grand jury. Restez avec nous et... Je crois que ça a été un bon entretien. Les Sénégalais vont comprendre énormément de choses. Bonne suite de Ramadan, Maître Diouf. Oui, mais vous savez, El Hadji Diouf, il est resté lui-même. Mais il n'est pas compris. Makora